Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes à cette séance d'information portant le titre de la psychologie positive ou la science du bonheur. La séance sera présentée par la professeure Isabelle Denis de l'École de psychologie. Nous prévoyons que la durée sera d'environ 60 minutes, incluant une période de questions. Vos questions devront être d'ailleurs posées dans l'outil questions et réponses disponible sur la plateforme. Je les lirai à la voix haute afin que Mme Denis puisse répondre au bénéfice de tout le monde. En terminant, sachez que la séance sera enregistrée et nous vous ferons parvenir le lien sous peu pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, la revisionner. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Bonjour et bienvenue à la conférence d'aujourd'hui. C'est une belle journée pour parler de psychologie positive ou de sciences du bonheur. Donc, ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui pour partager ces connaissances-là avec vous. Donc, d'abord, qu'est-ce que la science du bonheur? Et simplement, c'est une science qui étudie ce qui rend les gens heureux ou plus heureux. Donc, voici le plan de la présentation. J'aimerais ça vous parler de qu'est-ce que le bonheur, pourquoi on s'intéresse au bonheur en psychologie, est-ce que le bonheur est inné ou acquis, pensez-vous vraiment savoir ce qui vous rend heureux et quelles sont les interventions qui augmentent le bonheur et si le temps le permet, je vais parler de la pleine conscience parentale. Donc, qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, selon Antidote, c'est un état de grande satisfaction, de plénitude et de bien-être. Toutefois, il y a plusieurs scientifiques là, qui ont élaboré un peu plus sur la définition du bonheur, dont Martin Seligman, qui est considéré comme le père de la psychologie positive. Selon Seligman, le bonheur, c'est trois dimensions importantes. Donc, la première, c'est le plaisir et la gratification. Donc, le fait de maximiser dans notre vie les émotions positives. La deuxième dimension, c'est la dimension d'engagement, donc être dans le flow. Ça, je vais en reparler tout à l'heure. Qu'est-ce que le flow? C'est un état mental qui survient quand nous sommes totalement absorbés dans une activité. Puis, la troisième composante de sa définition, c'est le sens ou la signification. En anglais, on peut dire meaning. Donc, c'est le fait d'appartenir ou de servir quelque chose de plus grand que soi. Donc, ça peut être la religion, la famille, la communauté, son pays ou encore des idéologies. Donc, quels sont les bénéfices d'être plus heureux dans notre vie? Donc, il y a plusieurs études qui ont démontré que les gens qui étaient plus heureux avaient de meilleurs emplois et une meilleure productivité au travail. Ensuite de ça, une meilleure satisfaction maritale et des mariages de plus longue durée. C'était des gens aussi qui avaient plus d'amis, qui avaient des interactions sociales plus riches, un meilleur soutien social aussi. C'est des gens qui réalisaient plus d'activités dans leur vie et c'est des gens qui avaient beaucoup d'énergie et qui étaient aussi dans le flow. On va reparler là, plus amplement du flow tout à l'heure. Ensuite de ça, il y a plusieurs bénéfices qui ont été démontrés sur la santé physique. On le sait que notre santé mentale est beaucoup liée avec notre santé physique. Donc, par exemple, les gens plus heureux auraient un meilleur système immunitaire et moins de douleurs. C'est des gens aussi qui auraient des niveaux de stress moins élevés et ce seraient des personnes plus créatives, aidantes, qui auraient une meilleure confiance en soi et de meilleures habiletés d'adaptation aussi. Donc, il y a plusieurs bénéfices à être plus heureux comme être humain. Pourquoi nous, on s'intéresse au bonheur en psychologie? Eh bien, il y a quelques raisons. La première, c'est comme, bien sûr, on s'intéresse à rendre nos patients, nos clients, là, notre clientèle plus heureuse. Mais une des raisons, c'est qu'en psychologie, les traitements pour les différents troubles de santé mentale vont s'intéresser beaucoup à la diminution ou à la rémission des symptômes négatifs. Mais ce que les études montrent, c'est que souvent, on voit peu ou pas d'amélioration sur le bien-être ou la qualité de vie des personnes. Donc ça, c'est une chose qui est très importante pour nous, les psychologues, d'améliorer le bien-être et la qualité de vie des gens qu'on traite. Puis ensuite de ça, ben, c'est prouvé scientifiquement que des intervenants et intervenantes plus heureux offrent des traitements plus efficaces à leur clientèle.
Donc ça, c'est plusieurs raisons qui font qu'on s'intéresse au bonheur en psychologie. Une question qu'on se pose souvent ou qu'on se fait souvent poser, c'est est-ce que le bonheur est inné ou acquis? Ça, c'est une excellente question. Dans le fond, il y a quelques études qui ont été réalisées sur le sujet. Il y aurait une partie, dans le fond, du bonheur qui serait expliquée par la génétique. Donc, des gens qui naîtraient avec des tempéraments plus propices au bonheur. Donc, des gens qui verraient plus souvent leur verre à moitié plein qu'à moitié vide. Ensuite de ça, il y a tout ce qu'on fait en tant qu'être humain pour améliorer notre bonheur. Donc, la partie pensée et action, qui est vraiment quelque chose que nous, on peut modifier dans notre vie pour être plus heureux. Puis, il y a une partie qui est, qu'est-ce qui nous arrive dans notre vie? Par exemple, des différents événements stressants ou adverses qui peuvent venir influencer négativement notre bonheur. Toutefois, les études montrent que même dans l'adversité, on peut quand même réussir à trouver le bonheur. Donc, il y a deux choses qui peuvent expliquer ça. Par exemple, des gens qui vont vivre des stress importants ou des événements importants qui vont beaucoup changer, par exemple, leur capacité physique, vont nous rapporter que ces événements-là ont été bénéfiques dans leur vie. Pour deux raisons principales. La première, c'est que certains vont trouver un sens dans cet événement-là, puis ils vont le mettre à profit pour aider d'autres personnes qui peuvent vivre des choses similaires. Puis la deuxième chose, c'est que ces personnes-là ont souvent fait une rétrospective sur leur vie, donc ont vraiment évalué leur vie, leurs valeurs, comment leur comportement se rapprochait de leurs valeurs et donc on fait des changements significatifs par rapport à ça. Puis par rapport à ces événements-là, finalement, plusieurs personnes disent que ça a été plus bénéfique que négatif. Donc, on a, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que oui, on peut naître avec un certain tempérament qui va être plus propice au bonheur. Il peut nous arriver toutes sortes de choses qui peuvent aller à l'encontre du bonheur, mais que finalement, on va faire des changements dans notre vie, puis ces événements-là vont finalement contribuer à notre bonheur. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on a quand même une certaine prise avec des actions et des pensées pour vraiment améliorer notre bonheur et notre bien-être au quotidien. Puis c'est ça aussi qu'on va voir, ces actions-là et ces pensées-là qu'on peut privilégier là, au fil de la présentation. Donc, moi, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que vous savez ce qui vous rend ou ce qui vous rendrait heureux ou heureuse? Quand on va faire cette réflexion-là, des sondages auprès de différentes personnes, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. Par exemple, d'avoir un bon emploi, une grosse maison, des vêtements de marque, une voiture de luxe, un nouveau mobilier, de faire des rénovations dans la maison, d'être plus populaire, d'avoir un corps dit parfait, de faire un voyage de rêve, de se marier ou encore pour nos étudiants, d'avoir de bonnes notes ou encore d'accéder là, à certains diplômes. Donc ça, c'est des choses qui vont beaucoup ressortir quand on demande aux gens, mais qu'est-ce qui vous rend ou qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Toutefois, ce que les études montrent, c'est qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui nous rend heureux. Dans le fond, on pense qu'on le sait, on pense qu'on sait qu'est-ce qui va nous rendre heureux, mais on se trompe le plus souvent à ce sujet-là. Et on se trompe aussi à savoir à quel point certaines situations, événements ou objets vont nous rendre heureux. L'autre chose aussi qu'on voit dans les études, c'est qu'on se trompe également sur à quel point les situations ou les événements vont nous rendre malheureux. Donc, souvent, ce qu'on pense, c'est que s'il arrive une situation ou un événement, ça va nous rendre plus malheureux que qu'est-ce que c'est dans la réalité. Il y a deux principes importants qui vont sous-tendre là, ces façons de percevoir
à quel point les événements vont nous rendre heureux ou malheureux. La première, c'est l'adaptation hédonique. L'adaptation hédonique, c'est le fait qu'on va facilement nous s'habituer aux différentes situations ou objets dans notre vie. Donc, les humains, on a des grandes capacités d'habituation. Le deuxième principe, c'est l'effet d'immunité. Donc, on est beaucoup plus résilient qu'on le pense. Et ce que les études montrent, c'est qu'on va même se tromper sur à quel point quelque chose va nous rendre heureux ou malheureux, même si on connaît bien la théorie derrière, donc la science du bonheur. Donc, il faut garder en tête ces biais-là quand on fait des changements dans notre vie pour essayer d'être plus heureux. Quand on demande aux jeunes, qu'est-ce qui te rend heureux, toi? À 8-9 ans, les jeunes, ce qu'ils vont rapporter, c'est leurs animaux de compagnie, leurs parents et les loisirs qu'ils vont faire. Vers 12-13 ans, c'est encore les animaux de compagnie, les objets matériels et aussi les gens qui les entourent. Et quand on arrive vers 17-18 ans, eh bien là, c'est encore les animaux de compagnie, les gens et les réalisations là, que ces jeunes-là vont accomplir. Donc, vous allez voir, il y a des choses là-dedans qui font vraiment le bonheur des petits et des grands. Quand on regarde, par exemple, les études, on voit que les animaux de compagnie, pour ceux qui aiment les animaux, d'être entourés d'animaux, ça fait vraiment le bonheur. Par contre, c'est plus compliqué que juste aller s'acheter un chien puis un chat là, si vous n'en avez pas. Donc, si vous n'aimez pas les animaux puis que vous ne voulez pas d'animaux, faites-vous-en pas. Il y a autre chose qu'on peut faire là, pour trouver le bonheur. Maintenant, on se demande souvent, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus heureux? Puis une des choses qui revient, c'est avoir plus d'argent. Puis la question qu'on se pose, mais c'est est-ce que l'argent fait vraiment le bonheur? La réponse est mitigée. Dans un premier temps, l'argent va nous permettre de trouver le bonheur si et seulement si nos besoins de base sont comblés. Donc, si on n'a pas un stress financier important, par exemple, on est capable d'être sous un toit, de manger, de se déplacer pour aller au travail, d'avoir un travail, etc. Là, l'argent va vraiment nous aider à contribuer à notre bonheur pour mettre un peu la base dans notre vie. Le toit, manger, se déplacer, travailler, etc. Donc là, l'argent est très important. Par contre, au-delà de ça, l'argent devient beaucoup moins un facteur associé au bonheur. Ce que les études montrent habituellement, c'est quand on a un salaire élevé, ben, ce qu'on dit, ben, c'est je serais encore plus heureux si j'avais plus d'argent. Puis ça, c'est peu importe le salaire. Donc, si je suis très, très, très riche, ben, je vais vouloir encore plus d'argent que si, par exemple, j'ai un salaire moyen. Donc, en d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus j'ai d'argent, plus je vais vouloir d'argent, puis plus je vais penser que cet argent-là va faire mon bonheur. Toutefois, ce que les études montrent, c'est que l'argent, dans ce cas-là, ne fait pas le bonheur, sauf si on la partage avec des gens. Donc, en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que si on est relativement bien aisé dans la vie, qu'on a un toit, qu'on mange, qu'on a de l'argent pour se déplacer, pour aller au travail, etc., s'acheter des petites gâteries, mais le fait d'avoir plus d'argent favoriserait pas nécessairement un plus grand bonheur, à moins que vous le partagiez avec d'autres. Ensuite de ça, est-ce que les objets font notre bonheur? Bien, ce que les études montrent, c'est que c'est beaucoup plus payant d'investir dans des expériences ou des nouvelles expériences. C'est pas obligé d'être des choses qui sont dispendieuses, ça peut être peu coûteux ou gratuit. Et il y a plusieurs choses qui expliquent ça. La première chose, c'est qu'on voit que l'anticipation de l'expérience qu'on va vivre va nous rendre heureux ou heureuses.
alors que l'anticipation de l'objet qu'on attend, par exemple, si on a commandé un paquet, bon, bien, ça ne va pas nécessairement nous rendre plus heureux d'anticiper son arrivée. Ensuite de ça, ce que les études montrent, c'est que c'est beaucoup plus intéressant de parler avec les gens qui nous entourent de nos achats, pas de nos achats, de nos expériences que de nos achats matériels. Donc, le fait de parler des expériences qu'on va vivre, ça va aussi nous procurer du bonheur. Donc, l'expérience comme telle procure du bonheur, l'anticipation de l'expérience aussi, et le fait d'en parler aux autres va procurer du bonheur. Aussi, c'est beaucoup plus difficile de comparer nos expériences à celles des autres. Ce que je veux dire par là, c'est que si je m'achète une grosse télévision pour me faire plaisir, bien, je vais facilement pouvoir comparer avec des amis, de la famille, ma télévision comme telle. Alors que si, par exemple, je vais sortir de ma routine, faire un cours de peu importe quoi, bien là, ça devient quand même difficile de dire, ben mon cours, il est meilleur que le tien, ou donc on a beaucoup plus de difficultés à comparer notre expérience. Puis ça fait que notre expérience, à nos yeux, va rester positive, bien sûr, si elle était positive au départ. L'autre chose qui est importante avec ça, c'est l'aspect intemporel de l'expérience qui est hyper bénéfique. Tantôt, je vous disais, ben, il y a un principe qui s'appelle l'adaptation hédonique. Donc, c'est le fait qu'on s'habitue facilement aux choses qui nous entourent. Quand on s'achète, par exemple, une télévision, ben, on va s'y habituer rapidement. Donc, il y a un aspect temporel qui vient avec l'achat de cet objet-là. Alors que l'événement, il va être plutôt intemporel parce que on va poursuivre avec cet événement-là, peut-être en y pensant, en parlant avec les gens qui nous entourent, peut-être que ça va nous donner d'autres idées de choses à faire. Donc, il y a l'aspect intemporel de cet événement-là qui est super important. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, comme expérience? Ça peut être des choses qui vont vraiment nous sortir de notre routine, de notre zone de confort. Ça peut être simplement d'aller dans un nouveau lieu ou de penser à faire un nouveau défi. Ça peut être des choses très simples, là, comme par exemple, si on aime le vin, ça peut être de boire un bon verre de vin. Si on aime le café, ça peut être de prendre un café. Donc, ça peut vraiment être des expériences comme je disais tantôt, peu coûteuses et même gratuites. Maintenant, est-ce que l'apparence physique et la popularité nous rend heureux? Ce que les études montrent concernant la popularité, c'est que ça ne nous rend pas vraiment heureux. Qu'est-ce qui peut nous rendre heureux, par contre, c'est le fait d'être bien entouré, donc d'avoir autour de nous des gens avec qui on a des relations positives, qui nous offrent un soutien social, avec qui on peut avoir du plaisir et avec qui on peut partager des expériences. Donc, la popularité comme telle, c'est pas quelque chose qui va nous rendre heureux, c'est plus les gens qui vont nous entourer. Concernant maintenant l'apparence physique, ce que les études montrent, c'est comment nous, on va se concevoir qui est important. Donc, qu'est-ce que nous, on pense de notre apparence physique? Donc, objectivement, ben, subjectivement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on se trouve cute, peu importe ce que les gens vont penser de nous, autour de nous, ben c'est ça qui va favoriser notre bonheur. Donc, notre perception faut qu'elle doit partir de nous-mêmes et non de combien de personnes qui vont nous dire à quel point on est cute ou mignon. Toutefois, il faut mettre un bémol là-dessus parce qu'il y a plusieurs expériences qui ont été faites en psychologie sociale concernant l'apparence physique qui ont montré que les gens qui avaient une meilleure apparence physique
avait plus facilement, il y avait plus facilement accès à des bons emplois ou à des faveurs. Donc, il y a quand même quelque chose en lien avec l'apparence physique qui va un peu influencer comment les gens vont agir autour de nous, mais c'est pas la panacée. Donc, il ne faut pas vraiment mettre beaucoup d'énergie là-dessus, mais je voulais quand même vous parler qu'il y a cette nuance-là là, à porter au niveau de l'apparence physique. Donc maintenant, on a fait un peu le tour de la théorie et on a vu certaines choses qui n'augmentaient pas nécessairement notre bonheur. Donc à cette étape-ci, on se demande, mais qu'est-ce qui augmente notre bonheur? La première chose qui augmente notre bonheur, c'est d'avoir les priorités à la bonne place. On dit beaucoup ça au Québec et j'imagine ailleurs. En gros, ce que les études montrent, c'est que quand on va s'intéresser, que notre priorité va être la famille, puis que c'est là qu'on va mettre le plus d'énergie. Donc, il faut que notre priorité soit conséquente avec les actions qu'on va faire. Ben ça va améliorer notre bonheur, alors que si notre priorité, c'est le travail et qu'on met beaucoup, beaucoup de temps dans le travail, mais ça, c'est moins propice au bonheur. Donc, si on dit que notre priorité, c'est notre famille, mais par contre, on ne le démontre pas nécessairement avec des actions, ben là, ça n'amènera pas le bonheur. Donc, c'est important que notre priorité soit à la bonne place pour nous, mais qu'en même temps, on fasse des actions en ce sens-là. L'autre chose, puis ça, on en parle beaucoup dans la société en ce moment, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'études qui montrent quand même que les gens sont plutôt sédentaires. Bouger, le fait de bouger. Quand on regarde les études, seulement pour l'aspect du bonheur, ce qu'on voit, c'est de bouger à peu près 30 minutes par jour, tous les jours, va vraiment faire en sorte qu'on va augmenter notre bonheur. Au-delà du bonheur, il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits là, au fait de bouger. Par exemple, ça diminue le stress, la tristesse, les comportements d'hyperactivité ou les comportements perturbateurs là, chez les jeunes, par exemple, les comportements d'opposition. Il y a des effets sur la santé physique. Par exemple, ça diminue les problèmes gastro-intestinaux. Ça va améliorer la concentration, la mémoire, notre estime de nous-mêmes aussi, notre sommeil et notre niveau d'énergie, notre forme physique. Et ça, c'est seulement que quelques exemples là, de l'effet bénéfique de bouger. Le fait de bouger, c'est pas obligé d'être vraiment quelque chose d'inaccessible. On n'est pas obligé de se dire, ben moi, à partir de demain, je veux améliorer mon bonheur, donc je vais aller faire des longues randonnées, je vais faire de l'escalade. Non, ça peut vraiment rester quelque chose d'accessible. Donc, par exemple, ça peut être d'aller marcher. On peut marcher relativement rapide pour avoir chaud. Donc, c'est pas obligé vraiment d'être des activités là, très, très difficiles. Ensuite de ça, l'autre chose qui améliore notre bonheur, c'est le fait de bien dormir. On a longtemps pensé que des problématiques comme la dépression, des problèmes d'anxiété, ça engendrait des problèmes de sommeil, ce qui est vrai. Mais dernièrement, ce que les études montrent de plus en plus, c'est le fait de moins bien dormir ou de peu dormir qui va engendrer des problématiques d'anxiété ou de tristesse. Donc, et c'est à double sens. Fait que c'est pour ça que le fait de bien dormir va avoir une influence sur notre bonheur parce que ça va diminuer la probabilité d'avoir du stress, de l'anxiété, de la tristesse ou d'autres émotions négatives comme l'irritabilité ou la colère. Donc, le fait de bien dormir peut vraiment nous aider à améliorer notre bonheur. L'autre chose, c'est d'aller dans la nature. La nature a vraiment un effet calmant
c'est vraiment démontré que d'aller dans la nature, ça permet d'augmenter notre bonheur. J'ai vu dernièrement qu'il y a même des médecins qui commencent à faire des prescriptions à leurs patients pour qu'ils sortent dehors puis qu'ils aillent dans la nature. Pendant la pandémie, une des choses qui a différencié les gens qui avaient plus de difficultés avec les effets de la pandémie, comme l'isolement, etc., des gens qui s'en sont un peu mieux sortis, c'est le fait de sortir dehors. Donc, vraiment, on est comme pas fait pour être pris à l'intérieur. Et le fait de sortir dehors, ne serait-ce que 10 minutes, d'aller faire une petite marche dans notre quartier, d'aller, par exemple, dans un boisé, d'aller au parc, d'aller même dans notre cour, si notre cour, il y a des arbres, puis des fleurs, puis des plantes. Donc ça peut vraiment nous aider à améliorer notre bonheur et diminuer aussi là, les émotions négatives. Par exemple, les émotions dites négatives, par exemple l'anxiété ou la tristesse. Donc, si on est capable de combiner des choses, par exemple, aller bouger dans la nature avec notre chien, ben là, on est vraiment en train de maximiser nos chances d'être plus heureux. Ensuite de ça, le fait de parler avec les gens va vraiment avoir une influence sur notre bonheur. Il y a une expérience vraiment le fun qui a été réalisée avec des gens, par des chercheurs qui travaillaient sur le bonheur. Donc, c'est une expérience qui a été réalisée avec des gens qui prenaient un train pour partir de la maison, aller au travail. Puis, ils ont demandé à ces gens-là, qu'est-ce que vous aimez faire dans le train? Est-ce que vous préférez faire vos choses, par exemple, écouter de la musique, regarder dehors, travailler, ou encore parler avec des gens? Puis, la vaste majorité de ces personnes-là ont répondu qu'ils préféraient faire leurs choses. Alors là, les chercheurs ont pris des gens pour faire partie de cette expérience-là, puis ils les ont séparés en deux groupes. Un groupe qui allait être dans un wagon tranquille, donc qui allaient pouvoir faire leurs choses comme à l'habitude, puis un groupe de gens qui allaient être dans le wagon social. Donc, s'ils entraient dans ce wagon-là, ils devaient parler avec des gens. Puis ce qui est intéressant, bien, il y a deux choses super intéressantes qui sont sorties de cette expérience-là. La première, c'est que les gens qui s'en allaient qui ont été attribués au wagon social, on leur a demandé, mais qu'est-ce que vous préférez faire? Ça aurait été quoi votre préférence? Qu'est-ce que vous pensez qui ferait votre bonheur? Puis la vaste majorité des gens ont répondu, mais moi, je préfère largement être dans le wagon tranquille. Et donc là, ils ont mis ces gens dans ce wagon-là, puis les gens, ils se sont parlé, ça faisait partie de l'expérience, puis ensuite de ça, ils ont coté leur niveau de bonheur avant et après, puis ils ont fait ça pendant quelques jours, puis ce que ça a démontré, c'est que les gens ont été bien surpris de constater que dans le wagon social, ça augmentait vraiment leur bonheur. Donc, la première chose, c'est que nos prédictions sont dans la vaste majorité du temps mauvaises. C'est-à-dire que on se dit qu'on serait plus tranquille tout seul, puis à parler à personne. Puis la deuxième chose qu'il faut retenir de ça, c'est que le fait de parler avec des gens tous les jours ou le plus souvent possible, même si c'est pour dire bonjour ou parler de la météo, ça augmente davantage notre bonheur que de rester dans notre coin. Bien sûr, il faut que les interactions soient relativement positives. Donc, c'est sûr que si une journée, on parle à quelqu'un qui n'est pas tellement gentil avec nous, ben, on va couper ça. Là. Ça ne fera pas notre bonheur, mais advenant le cas que c'est des interactions positives, ben, on a tout avantage là, à parler avec des gens. C'est pas obligé d'être une conversation très profonde. C'est vraiment juste, ça peut être juste une conversation de la vie de tous les jours.
L'autre chose qu'on voit qui augmente le bonheur, et je pense que vous ne serez pas surpris, c'est le fait de pratiquer des loisirs. Le fait de pratiquer les loisirs, ça a plusieurs avantages. Un des avantages super importants, c'est que c'est une forme de repos. Donc, ça va nous permettre de récupérer des demandes physiques et cognitives de notre vie quotidienne. Donc, ça repose autant notre corps que notre tête. Aussi, dans un loisir, on peut apprendre ou parfaire des nouvelles habiletés ou des nouvelles informations ou connaissances. Et ça c'est quelque chose qui va vraiment aller augmenter notre bonheur, le fait d'apprendre ou de parfaire des nouvelles habiletés ou d'apprendre des nouvelles connaissances. On est un peu construit comme ça, qu'on a besoin d'apprendre toute notre vie. Ensuite de ça, ça va augmenter le bien-être physique et psychologique. Comme je disais tantôt, c'est un repos autant pour le corps que pour la tête. Puis, ça va augmenter l'expérience du flow. Donc, le fait de pratiquer des loisirs aussi, c'est des activités qu'on va choisir librement. Donc, c'est un renforcement intrinsèque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça part de nous. C'est des choses que nous, on va avoir le goût de faire versus un renforcement intrinsèque qui serait quelque chose qui part de quelqu'un d'autre. Et maintenant, le flow. Dans le fond, comme je le disais tantôt, c'est un état mental qui survient quand on est totalement absorbé dans une activité. Si vous prenez 2 secondes pour penser à la dernière fois que vous étiez complètement absorbé dans une activité, qu'est-ce que c'était cette activité-là? Bien, c'était probablement une activité où vous étiez dans le moment présent, que vous avez perdu le fil du temps. C'est peut-être une activité où vous êtes senti serein, en paix, vous aviez une impression de plénitude. C'est une activité fort probablement que vous aviez choisie, donc qui venait d'un renforcement intrinsèque. Et peut-être même que lors de cette activité-là, vous avez oublié vos besoins. Donc, quand vous êtes sorti de cette activité-là, vous vous êtes dit « Oh mon Dieu, j'ai faim, j'ai soif, j'ai vraiment perdu le fil du temps. » Donc, cet état-là qu'on veut atteindre, c'est le flow. Donc, c'est un état qui va aller nous challenger au niveau de nos habiletés. Donc, c'est un état qu'on veut, c'est ça, challengeant au niveau de nos habiletés, mais pas inatteignable. Parce que quand c'est inatteignable, on devient un peu plus anxieux, un peu plus inquiet. Donc, il faut vraiment qu'on soit dans un état de stress positif, qu'on sente qu'on a les capacités pour y faire face. Et justement, concernant les émotions, c'est un état qu'on veut pas plate, pas inquiétant, pas ennuyeux, pas un état de relaxation non plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous engage, mais qui nous stresse peut-être de façon positive. Peut-être que le stress, n'est pas le meilleur mot, mais qui nous donne un sentiment positif puis une motivation là, à accomplir cette activité-là. Donc, ce concept-là, qui est le flow, a été développé par un chercheur dont je ne prononcerai pas le nom, mais qui est écrit sur l'acétate. C'est un chercheur hongrois. Lui, dans le fond, il a été en contact avec la guerre, puis il s'est rendu compte, mais il y a certaines personnes qui réussissent à trouver une certaine dose de bonheur dans tout ça, puis d'autres que c'est beaucoup plus difficile l'adaptation, puis il essayait de trouver un peu pourquoi. Et une des choses qui est ressortie, c'est justement le flow. Donc, les gens qui étaient capables de s'adonner à des activités où ils étaient totalement dans le moment présent, qui perdaient le fil du temps, qui étaient totalement absorbés. Donc, ça, c'est une chose qui augmente le bonheur. Comme exemple d'activité, je ne sais pas si tantôt, quand vous y avez réfléchi, vous avez comme sorti des exemples, mais ce qu'on donne souvent comme exemple, c'est l'exemple du musicien. Donc, quand on joue d'un instrument de musique, on est totalement absorbé dans les notes qu'on va faire, dans le son qu'on va sortir, dans notre respiration, etc.
Une autre chose qu'on donne souvent comme exemple, c'est le sport. Quand on est en train de marcher en forêt, de courir ou de s'adonner à une activité sportive qu'on aime, ben, souvent, on va être vraiment dans le moment présent, on va perdre le fil du temps. Donc, ça peut amener un état de flow. Mais ça peut être aussi simple que tricoter. Ceux qui aiment tricoter, ben, on pense à notre modèle, à notre prochaine maille qu'on va faire. Donc, c'est toutes ces activités-là qui peuvent nous mettre dans un état de flow. Ensuite de ça, ben, il y a la méditation. On parle beaucoup de la méditation avec ses bienfaits, etc. Donc, si vous pratiquez la méditation ou que vous aimeriez pratiquer la méditation, bien, ça risque d'augmenter votre bonheur si vous la pratiquez de façon assez régulière. Toutefois, si vous ne pratiquez pas la méditation parce que vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas bien là-dedans, c'est bien correct aussi. Comme vous voyez, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire pour améliorer votre bonheur. Ce que les études montrent concernant la méditation, c'est qu'il y a plusieurs bienfaits, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces bienfaits-là vont disparaître à l'arrêt de la pratique. Donc, c'est pour ça que la méditation, il faut le faire régulièrement pour ressentir ces bienfaits-là. Donc, on peut voir que les bienfaits peuvent ressembler, par exemple, au sport. Ça peut diminuer le stress et l'anxiété, les symptômes de tristesse. Ça peut nous aider à mieux réguler nos émotions, c'est-à-dire à mieux gérer nos émotions. Ça peut augmenter l'attention, l'optimisme, la confiance en soi. Ça peut améliorer les comportements associés au TDAH, donc l'hyperactivité, l'impulsivité, l'exercice physique aussi va faire ça. Ça peut nous aider aussi à mieux gérer la douleur. Ça commence à être de plus en plus documenté que la méditation est un outil pour nous aider à mieux gérer les douleurs physiques. Par exemple, les gens qui vont souffrir de problématiques de douleurs ou de douleurs chroniques. Donc, la méditation, ça peut être un ingrédient ajouté dans sa boîte à outils. Et ça peut favoriser le sommeil. Donc, il y a plusieurs bienfaits à la méditation. Une autre chose qui est super importante, c'est pour améliorer notre bonheur, c'est de se rappeler nos bons moments. Donc, tantôt, je parlais d'expérience, privilégier l'expérience versus les objets matériels. Donc, le fait de se rappeler les bons moments, c'est aussi quelque chose qui va être propice au bonheur parce que ça va nous mettre dans un état qui ressemble beaucoup à quand on était dans ce bon moment-là. Donc, il y a des études qui ont montré que si on veut améliorer notre bonheur, on peut se rappeler de nos bons moments 3 fois par jour pendant au total environ 8 minutes. Et juste le fait de faire ça va nous permettre d'améliorer notre bonheur. Ensuite de ça, il y a le fait de savourer nos bons moments. Donc, c'est pas seulement de faire des bons moments, mais il y a un état dans lequel il faut se mettre quand on a une bonne expérience ou un bon moment. Donc, le fait de être dans le moment présent, quand on est dans un bon moment, d'être totalement absorbé, c'est une chose qui peut nous aider à améliorer notre bonheur. Mais quand on en parle aussi, quand on y pense, quand on partage ce bon moment-là, quand on se sent chanceux d'avoir vécu ces bons moments-là, c'est toutes des choses qui vont nous aider, de un, à savourer le bon moment, mais de deux, à faire durer le plaisir aussi. Toutefois, il y a des choses qu'il ne faut pas faire pour vraiment savourer le moment. Donc, quand on pense au futur, qu'on pense que ça va être bientôt terminé, que rien ne dure pour toujours, que c'est peut-être pas aussi agréable qu'on l'aurait pensé, que c'est peut-être pas aussi plaisant, quand on pense comment qu'on pourrait modifier cet événement-là pour le rendre encore plus agréable et quand on se dit qu'on ne le mérite pas, bien ça, c'est toutes des choses qu'on va se dire là, qui ne vont pas nous aider nécessairement à savourer le bon moment. Ici, je vous ai mis cette photo-là. Je trouve qu'elle est parlante. J'aimerais ça que vous imaginiez cette personne-là avec, en plus de son café, ce qui semble être un café,
un bon gâteau au fromage avec des fraises. Mettons que vous aimez ça, ou le dessert de votre choix, mais imaginez-vous ça. Cette personne-là est choyée, est chanceuse d'être assise dans un café. C'est tellement plaisant. C'est pour ceux qui aiment le café, prendre un bon café, un thé, manger un bon gâteau au fromage ou autre dessert là, de votre préférence. Donc, si vous êtes en train par exemple, d'être sur votre téléphone, vous n'êtes pas dans le moment présent, vous risquez de ne pas savourer ce moment-là. Ça ne veut pas dire de ne pas du tout être sur son téléphone parce que des fois, on veut partager ce bon moment-là, peut-être avec une photo, une phrase à des amis, par texto, sur un réseau social. Donc, ça peut être intéressant de le faire, mais à un moment donné, si on veut vraiment savourer le bon moment, il faut déposer, puis vraiment s'arrêter et constater dans le moment présent comment c'est plaisant ce qu'on est en train de vivre là. Ça peut être un moment de solitude aussi. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont peu de moments de solitude. Donc, apprécier ces moments de solitude-là, ça peut être ça aussi qu'on se dit pendant ce temps-là. Ensuite de ça, il y a le fait de manifester de la gratitude. Bien, c'est quoi la gratitude? C'est le fait de reconnaître et d'apprécier ce que la vie nous offre. Et ce que la recherche montre, c'est que le fait de prendre du temps pour avoir de la gratitude, ça augmente notre bonheur. Puis si on la partage avec quelqu'un d'autre, bien, ça va être encore plus gagnant puisque ça va non seulement augmenter notre bonheur, mais celui de quelqu'un d'autre. Et il y a une étude qui a montré que si on prend 5 à 10 minutes par soir pour écrire pour qui ou pourquoi on a de la gratitude, une petite phrase, un petit mot par écrit pour vraiment bien le constater puis être dans le moment présent, bien, juste ça, ça peut augmenter notre bonheur. Ensuite, le fait de faire des gestes d'appréciation, des gestes bienveillants, mais c'est pas seulement le fait de faire un geste d'appréciation ou un geste bienveillant, c'est de planifier peut-être ce geste-là, c'est d'y penser même. Et plus on pose ces gestes-là, plus ça va augmenter le bonheur. Donc, si on pose un geste d'appréciation, de bienveillance, ça va augmenter notre bonheur. Mais si dans une journée, on est vraiment dans un état comme ça, puis qu'on pose 5 gestes, bien là, ça va vraiment plus améliorer notre bonheur que si on en faisait seulement qu'un. Donc, le fait de faire des gestes d'appréciation, des gestes bienveillants, c'est pas obligé d'être compliqué. Ça peut, par exemple, être de tenir la porte à quelqu'un, de sourire, de ramasser quelque chose que la personne a laissé tomber. Donc, c'est vraiment pas obligé d'être très compliqué. Ensuite de ça, il y a l'utilisation des réseaux sociaux qu'il faut limiter. Il y a plusieurs problèmes ou conséquences négatives pouvant être engendrées par les réseaux sociaux. Une de celles-là, c'est la comparaison sociale excessive. Quand j'étais plus jeune, on n'avait pas accès aux réseaux sociaux et les comparaisons sociales se faisaient en personne et donc étaient beaucoup moins fréquentes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nos comparaisons sociales, par exemple, dans les réseaux sociaux, sont relativement biaisées par le fait que les gens vont se montrer sur un meilleur jour. Donc, ça devient très difficile et particulièrement là, pour les jeunes de venir gérer toute cette comparaison sociale-là, puis de se remettre dans l'esprit que, par exemple, c'est pas une vie parfaite, c'est des photos retouchées, c'est des gens normaux. Donc, ça, c'est une chose que nos jeunes ont à gérer, qu'on n'avait pas nécessairement auparavant, là, avant l'arrivée des médias sociaux, des téléphones intelligents. L'autre chose aussi, c'est les rétroactions négatives et disproportionnées. Donc, on a beaucoup ça sur Internet, avec les réseaux sociaux, des gens qui vont se permettre de dire des choses qui ne se seraient pas nécessairement permis de dire là, en personne. Donc, ça, c'est une chose très difficile à gérer, particulièrement pour les jeunes aussi. Donc, ça, c'est un élément autre qui est important. Donc, il y a plusieurs autres conséquences, la pression de se confier, la pression d'être disponible, de répondre.
On voit aussi un grand déplacement des activités, donc les activités académiques, sommeil, discussions qui sont remplacées par l'utilisation des réseaux sociaux. Et ça, c'est sans compter l'exposition des comportements à risque ou la confidentialité là, qui fait partie là, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vont aller augmenter le stress et l'anxiété, les symptômes de dépression, diminuer l'estime de soi, sont beaucoup associés à des problèmes de sommeil comme l'insomnie. Donc, il y a à peu près 40 des jeunes là, qui ont un appareil électronique dans les 5 minutes avant de se coucher, puis il y a 36 qui vont se réveiller au moins une fois pendant la nuit pour les regarder. Donc, c'est assez problématique. Ça peut augmenter les conflits parents-enfants aussi, puis les difficultés académiques. Et non seulement les difficultés académiques de la personne qui veut utiliser les réseaux sociaux, mais des personnes autour aussi qui vont comme être un peu appelées à regarder, peut-être malgré eux, ce que la personne est en train de faire. Donc, il faut vraiment voir ça sur un continuum. Les réseaux sociaux, c'est pas totalement mal, mais c'est quand il y a une utilisation modérée, bien gérée, qu'il y a une éducation par rapport aux réseaux sociaux, par exemple, pour les jeunes, ça peut être il peut avoir des bienfaits d'améliorer les relations avec les pairs, peut-être pour les gens un peu plus timides, ça peut élargir les opportunités sociales, ça peut augmenter aussi les occasions de se confier. Puis, il y a certaines personnes qui vont apprendre des nouvelles habiletés, donc avec les réseaux sociaux, ce qui peut être super intéressant, qu'on a vu tantôt, qu'on est des êtres qui aiment apprendre. Donc, ça, c'est un autre des bienfaits. Mais comme je disais, il faut vraiment avoir une utilisation modérée des réseaux sociaux. Donc, s'il y en a parmi vous qui se demandiez, est-ce que regarder des vidéos de chats, ça va augmenter mon bonheur? Ben, pas vraiment. Ça peut être une façon temporaire de se mettre dans un état comique, etc., de rire un peu, mais c'est pas une stratégie qui, à long terme, va nécessairement augmenter votre bonheur. Donc, le temps file, mais j'arrive au bout de la présentation dans quelques minutes. Donc, le fait de perdre du temps, on a souvent l'impression que perdre du temps, ça va diminuer notre bonheur. Toutefois, ce qui est intéressant, j'ai mis ma collègue Ariane Arsenault a mis une photo d'un guichet automatique. Pourquoi? Parce que on perdait beaucoup de temps en file pour aller à la banque, puis l'inventaire du guichet automatique, lui, était appelé à aller beaucoup à la banque à cause de son travail, puis il était tanné d'attendre. Donc, dans ces moments d'attente, il y a eu l'idée du guichet automatique et là, il a mis ça en place et là, maintenant, on a beaucoup de guichets automatiques. Et ce qui est intéressant avec cette histoire-là, c'est que sa conjointe lui a dit « Mais fais pas ça, les gens, ils vont arrêter de se parler. Moi, j'aime ça aller à la banque, je parle avec la caissière. » Puis, on remarque beaucoup de choses qui ont été remplacés par des objets qui avant étaient des services rendus par des humains. Donc, oui, le fait d'attendre en file peut nous faire perdre dans nos pensées, peut être un moment pour prendre du temps pour nous, pour être créatif, pour faire des grandes inventions comme le guichet automatique. Donc, le fait d'être en file, il faut vraiment prendre une décision consciente sur est-ce qu'on prend ça de façon positive ou est-ce qu'on chicane avec ça? Et si on prend ça de façon positive, on risque d'être beaucoup plus heureux. Donc, en conclusion, j'aimerais ça, à la lumière de la présentation, conclure avec le fait que c'est toujours possible de revoir ses priorités, de faire des gestes concrets qui s'approchent de nos valeurs ou du bonheur. C'est jamais trop tard. C'est aussi possible de travailler nos pensées négatives aux besoins. Par exemple, si l'exemple du guichet automatique, c'est un bon exemple, le fait d'essayer pas juste de voir le verre à moitié vide, mais de voir le verre à moitié plein peut nous aider. Il ne faut pas oublier aussi d'avoir confiance en nos capacités d'adaptation, car on l'a vu tout à l'heure, on est beaucoup plus adaptatif qu'on le pense. Puis, c'est quand même possible d'être heureux dans l'adversité. Ça ne veut pas dire qu'il faut endurer
l'adversité, il faut s'en occuper, etc. Consulter au besoin, ça devient trop difficile, mais rappelez-vous que c'est possible quand même d'être heureux dans l'adversité. Puis la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que même si on connaît bien la théorie sur ce qui nous rendrait plus heureux, bien, on pourrait tout de même aller faire des choix là, qui vont à l'encontre de notre bonheur. Donc, il faut vraiment se surveiller là, sur ce point-là. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous laisse ici avec une citation, puis aussi deux choses que vous pourriez aller consulter là, pour en savoir plus là, sur le bonheur. Vous avez parlé en début de présentation d'une expérience des wagons tranquille et sociale. Comment le niveau de bonheur des participants était-il coté? Oui, ah, ça c'est une super bonne question. Dans le fond, il y a des échelles qui existent qui nous permettent de coter le niveau de bonheur. Euh, Si le temps permet, je pourrais même la projeter là, à l'écran. C'est des échelles subjectives là, qui vont poser des questions, par exemple, sur à quel point je me considère comme une personne heureuse. Et il y a différentes cotes là, qu'on peut remplir là, à cet effet-là. On nous pose la question, est-ce qu'il existe une formation complète en psychologie positive? Dans le fond, oui, il y a une formation. Un des liens que j'ai laissé à la fin de la présentation, c'est la formation qui est donnée par Laurie Santos du Happiness Lab, qui est offerte sur Coursera. Et c'est une formation gratuite, complète sur la psychologie du bonheur. On nous fait une demande spéciale, soit de nous montrer la diapositive sur la pleine conscience parentale. Oh, est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. OK. Donc, ici, ben, tant qu'à projeter, je vais vous montrer l'échelle qui nous permet là, de mesurer le bonheur, qui s'appelle Subjective Happiness Scale. C'est pas la seule échelle qui existe, mais ça, c'est des exemples de questions. Par exemple, en général, je me considère comme une personne pas vraiment heureuse. Puis là, ici, on peut coter jusqu'à très heureuse. Ou si je me considère avec mes pairs, si je me compare avec mes pairs, est-ce que je suis plus heureuse, moins heureuse? Donc, c'est des questions comme ça qu'on va poser. Oups, excusez, j'ai comme départagé. Et pour le mindfulness parental, ou la pleine conscience parentale. Donc, c'est un nouveau courant en psychologie qui nous permet d'être en pleine conscience comme parents avec nos enfants. Donc, c'est des interactions avec l'enfant qui vont être caractérisées par une attitude de compassion, d'acceptation, de gentillesse ou une présence parentale véritable. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas encadrer là, les moins bons comportements, mais ça veut dire que faut se réserver des moments où est-ce qu'on va peut-être être avec notre enfant et considérer là, ces différentes dimensions-là de la pleine conscience parentale. Les différentes dimensions, c'est le fait d'écouter notre enfant avec attention. Donc, de ne pas faire deux choses à la fois. Pour être sensible au contenu de ce qui va être dit, au ton de voix, au non-verbal. Par exemple, c'est accepter avec non-jugement l'enfant comme il est et comme nous, comme parents, comme on est. Donc, d'être bienveillant avec l'enfant, mais avec soi-même, qu'on peut vivre certains défis et que lui peut vivre certains défis. Ensuite de ça, c'est la conscience émotionnelle de l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous partager comme émotion et la même chose comme pour le parent. Ensuite de ça, c'est être compatissant, donc manifester de la compassion pour l'enfant et pour soi, donc d'accepter que notre enfant va faire des erreurs, qu'il va avoir des difficultés, mais nous aussi. Puis quand on se réserve des moments pour être en pleine conscience parentale, ça peut être tous les jours ou une fois par 2, 3 jours, on voit beaucoup de bienfaits là, au niveau de la relation parent-enfant.
Mais c'est pas seulement ça. On va voir des bienfaits au niveau de l'enfant, au niveau, par exemple, de la tristesse, au niveau, par exemple, des difficultés extériorisées comme l'hyperactivité, l'impulsivité, les comportements perturbateurs. On peut voir aussi une diminution du stress parental, donc le stress qui peut être vécu dans la relation parent-enfant ou comment on se sent compétent pour gérer notre enfant. Il va y avoir aussi moins d'émotions négatives qui vont être partagées, par exemple avec l'adolescent, et plus d'émotions positives. Puis on va vraiment avoir aussi une amélioration de la coparentalité. Donc, comment les deux parents vont interagir ensemble dans le bien de leur enfant. Donc, c'est vraiment une pratique très moment présent, mais en famille. Une autre question ici, quelle est la différence entre la psychologie clinique et la psychologie positive du côté du diagnostic? Ah, c'est une excellente question. Dans le fond, la psychologie clinique, au niveau du diagnostic, on va souvent s'intéresser aux difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on va pas considérer les forces de la personne qu'on est en train d'évaluer. Oui, on va considérer les forces, ses atouts, ses qualités, etc. Mais on va davantage focuser sur ses difficultés, puis quel traitement, quelle intervention là, on pourrait offrir pour l'aider avec ces difficultés-là. La psychologie positive, la science du bonheur, ça va aller se concentrer sur comment on peut améliorer leur bonheur, leur bien-être ou leur qualité de vie. Ce que les traitements en psychologie clinique vont moins faire. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est intégrer dans nos traitements en psychologie clinique tous les aspects de l'aspect plusieurs aspects de la science du bonheur pour aller vraiment augmenter la qualité de vie, le bien-être des gens là, avec qui on travaille. Alors, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc, Madame Denis, merci énormément de votre Merci pour participation. l'invitation et la participation de tout le monde. Ça a été un grand plaisir.